Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Antoine, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast Comptoiria. On est le mercredi 22 octobre 2025. C'est important de dater ces podcasts, je le dis à chaque fois, parce que il se passe quelque chose chaque semaine, voire tous les jours dans l'IA. Absolument, absolument, y compris hier soir. Y compris hier soir, ça nous a fait nous coucher tard. Absolument. J'ai l'impression d'être fatigué à chaque fois quand je parle à nos auditeurs et à nos spectateurs de plus en plus nombreux. Donc rejoignez-nous surtout sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube. C'est vraiment l'objectif de déplacer, d'aller sur la chaîne YouTube. Et hier soir, il s'est passé ChatGPT Atlas, le Absolument. navigateur augmenté par l'IA d'OpenAI. C'est encore une étape absolument passionnante, à une vitesse inhumaine, comme disait ton précédent invité, Fabien. Exactement. Donc merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour vos retours, vos commentaires. Ça nous fait super plaisir et ça me permet de passer des messages à nos charmants invités, nos passionnants invités. Antoine, toi, tu es consultant sur l'intégration de l'IA dans le marketing et la communication. Absolument, absolument. Tu es une star sur ce sujet, une star française. Merci. Non, je suis super content que tu sois là. En plus de ça, c'est un peu particulier. Je voulais faire un épisode orienté GEO pour nos auditeurs parce qu'on me le réclame, Generative Engine Optimization. On commence à en parler autant que le SEO. Et là-dessus, pour la première fois, j'ai fait un petit peu un post. Je voulais faire remonter des experts ou des personnes qui se sont vraiment intéressées au sujet. Et écoute, Antoine, tu es la personne qui est remontée, en particulier par l'intermédiaire de notre ami commun, Mathieu Cruc, Oui. qu'on adore, qu'on a reçu ici, qui nous a fait un des podcasts les plus écoutés sur Comptoiria. Et Mathieu, écoute, La je barre suis est ses très haute. recommandations les yeux fermés. Et c'est génial de pouvoir faire ta connaissance et te recevoir sur ce sujet. On parlera aussi de l'IA au sens plus large, du marketing, de la marque, mais on va s'éclater. Antoine, merci d'être ici. Merci de me recevoir. La révolution de l'IA, comment tu la vis depuis ChatGPT, toi, Antoine? C'est moi, j'accompagne des unités marketing, des équipes marketing et communication depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai eu la chance, on a une génération qui a cette chance d'avoir vécu la transformation, la naissance d'Internet. On est passé de l'offline au online très rapidement. Et puis à travers le premier web, le web 2, petite incursion vers le web 3 et l'IA. Mais évidemment, l'arrivée de l'IA, c'est sans conteste une transformation extrêmement puissante et structurelle pour toutes les entreprises et en particulier sur le marketing. J'ai l'impression que tu t'es passionné pour le sujet comme moi, comme nous en fait. Absolument. Audience de Comptoiria. Il y a toujours trois phases. Il y a la phase d'émerveillement qu'on a eue hier soir quand on a découvert le nouveau navigateur de ChatGPT, et puis il y a une deuxième phase de réflexion. Moi, j'adore les operating systems, donc comprendre comment ça fonctionne et ce qu'il y a derrière. Et puis une troisième partie qui est comment est-ce que cette technologie va s'intégrer à toute la chaîne de valeur de ces équipes marketing et communication. ChatGPT, 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, peut-être même un peu plus aujourd'hui, 10% de la population mondiale, Oui. 10% du trafic global qui est sur ChatGPT. En 1 an, 2 ans, on est passé de 1% à 10%. Ça va très très vite. Où est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. J'ai un chiffre aussi. 14 milliards de recherches sur Google tous les jours. 2,5 milliards de prompts sur ChatGPT tous les jours. C'est quand même quelque chose de très significatif. Et ça change tout. Ça change tout parce que on est passé de l'utilisation de mots-clés assez simples et assez séquentiels finalement à une recherche incrémentale qui utilise le langage naturel. Ça change tout parce que quand on se parle, il y a un certain nombre de signaux faibles qui apparaissent, d'intention, de contexte. Alors d'intention, c'est est-ce qu'on va être rassuré, est-ce qu'on va être challengé? Le contexte, c'est par exemple quand on cherche des informations sur un sujet, est-ce qu'on est au début ou est-ce qu'on cherche des détails à la fin? Quel niveau d'information on a sur ce sujet? Est-ce qu'on est un béotien ou est-ce qu'on est un spécialiste? Et évidemment, ChatGPT va répondre d'une façon différente. Donc, les marques vont répondre d'une façon différente. Puis la deuxième grande révolution, c'est que
entre le message d'une marque et la réponse qui est donnée à un utilisateur, on a une interface. Et l'interface, elle va interpréter, elle va chercher les sources, elle va les interpréter. Et il y a un grand risque pour tous les spécialistes ou pour toutes les marques qui est de voir leur message changer. Et puis la troisième grande révolution et grand challenge pour toutes ces marques, c'est le volume absolument incroyable et exponentiel de contenu qui est créé sur les différents canaux Internet, qui fait que c'est de plus en plus difficile de sortir pour ces marques. Épisode qui s'annonce fascinant. Sur la fin, donc tu me fais penser un petit peu à un des sujets du moment aussi. On a l'impression que c'est un titre de série Netflix. C'est Dead Internet Theory. Donc, est-ce que Internet est mort? Tu nous parleras de ça tout à l'heure. Absolument. Parce que Internet serait mort parce qu'il y a trop de contenu qui est généré. Le GEO dont on va parler, c'est un sujet qui parle très très fort aux chefs d'entreprise. Oui. Tout le monde veut se former à l'IA, tout le monde veut appliquer l'IA, automatiser, avoir des agents. Donc il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait moins bien, qu'on fait pas. On expérimente, on a peur, mais le GEO, je trouve qu'il y a un truc particulier par rapport à ça. Pour moi, c'est comme dans la foulée, dans le prolongement du SEO, donc Search Engine Optimization, remonter dans les moteurs de recherche dans Google, qui avait un monopole pendant 20 ans. En fait, ce qui a intéressé les chefs d'entreprise et les équipes marketing ou communication, c'est qu'on était sur des contenus, sur du gratuit. Si on travaillait bien nos sites internet, en fait, on remontait gratuitement et ça nous permettait d'avoir un trafic organique sur lequel on pouvait développer notre marque. Donc ça, c'était quelque chose qui semblait fantastique par rapport au paid. Là, quand on parle de GEO, en fait, les gens, ils sont hyper excités par rapport à ça parce qu'ils se disent de la même manière, je pense, ils voient le côté gratuit, gratos, et de l'autre côté, ils se disent 10% du trafic sur ChatGPT, ça va s'accélérer. Oui. Donc, il faut absolument que je prenne des places là-dessus, que je me positionne le plus tôt possible. Donc, ça résonne, on en parle, sauf que c'est plus la même chose, c'est différent, il y a des codes différents. Mais tu vois cet emballement dont je parle, cette excitation? Absolument. D'abord parce que c'est simple à comprendre. Il faut être visible et avoir une certaine autorité sur les moteurs de recherche IA. C'est ça le GEO, en fait, en simple. Ce qui est simple à comprendre, c'est le danger, au fait, ensuite. C'est la possibilité, le risque pour les marques de disparaître complètement du monde digital. Il y a ce fameux zero-click search. Le zero-click search, ce sont les gens, les utilisateurs qui vont sur des moteurs de recherche, qui posent une question et qui s'arrêtent à la réponse sans aller plus loin, sans cliquer sur des liens, sans aller vérifier les informations, sans aller chercher plus de détails. Ça, c'est entre 60 et 70% des gens aujourd'hui. C'est-à-dire que même avec un bon site, une marque risque de disparaître. Alors, c'est une opportunité fantastique pour les petites marques qui peuvent apparaître et prendre le lead sur certains territoires sémantiques. Une marque disparaît ou n'apparaît plus. On n'arrive plus jusqu'à elle, en fait. Absolument. Ça, on s'arrête au modèle, au chatbot. On s'arrête à la réponse de ChatGPT. À l'AI mode de Google. Absolument. D'accord. Absolument. Et tu parlais de SEA tout à l'heure, de paid search. Le paid search, ça a aussi été un moyen pour les marques qui avaient beaucoup d'argent d'être en tête de Google. Aujourd'hui, il n'y a plus pour le moment... Et on le sait, Antoine, et tous nos auditeurs le savent, tous nos spectateurs, parce que je les encourage à aller sur YouTube, le savent, Google, entre nous, tu vas pas me contredire, enfin peut-être, t'es là pour ça, est devenu un sapin de Noël, quoi. Enfin, on regardait, on voyait la part des liens sponsorisés dans une page Google par rapport à la part des liens bleus naturels qu'on pouvait voir. C'est devenu un vrai sapin de Noël. Il y avait quand même une grosse part de pub. Absolument, et d'autant plus que les gens, plus de 90% s'arrêtaient à la page 1. Ce qui donnait encore plus d'importance au paid search. Et là, on arrive dans un espace, dans un environnement où, pour l'instant, il n'y a pas de paid search. Donc, tout repose sur la capacité... C'est le Far West, c'est un nouveau monde. C'est le Far West. Ça repose sur la capacité d'une marque à créer du contenu et à avoir des sources
qui reprennent son message et à amener ce message d'une façon la plus transparente possible dans les réponses de ChatGPT. J'aime beaucoup cette image-là sur laquelle on est. Donc, c'est le Far West, c'est un nouveau territoire, un nouveau continent. On parle souvent de continent avec l'IA. Et d'une certaine manière, ce qu'on se dit, c'est, tu sais, c'est... Alors, et je veux qu'on aille beaucoup plus loin, je te l'ai dit, c'est l'objectif du podcast. Absolument. Il y a quelque chose qui est très smart et que j'entends très bien, c'est plein de personnes se prononcent sur les réseaux sociaux en disant, un peu les monsieur je sais tout de l'IA et du SEO, en disant, le GEO, écoute, bah déjà, ça commence par un bon SEO. Il faut être bon en SEO. Le GEO, en fait, c'est que déjà être du bon SEO. Je pense que c'est pas suffisant, mais par Non. contre, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que une marque qui a un historique, Bien qui sûr. est connue et tout ça, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille, bah, elle va ressortir quand même de manière positive par rapport à une marque qui a une semaine qui vient de se créer, même dans le chat GPT. Absolument. Et il faut surtout pas dire que le SEO est mort aujourd'hui. On a encore, je crois, un rapport de 1 à 34 entre les recherches sur un moteur de recherche classique, donc qui répondent au SEO, et ChatGPT. Mais on a une vague d'utilisateurs de 17-24 ans qui n'utilisent plus Google et qui utilisent ChatGPT et qui ont des questions, des prompts, donc, qui sont de plus en plus contextualisés, de plus en plus augmentés par rapport aux recherches qui étaient faites avant et incrémentées. On passe à une recherche incrémentale. Avant, sur Google, on tapait juste un mot-clé et on avait la marque qui arrivait. Là, on est en conversation. Et ChatGPT va utiliser l'historique des conversations anciennes sur ChatGPT pour aller chercher la bonne source. Et encore une fois, d'avoir un bon SEO, c'est la base. C'est très bien. Mais il est absolument nécessaire, je crois, d'avoir, de rajouter à cette structure, à ce SEO, les variables auxquelles l'IA est sensible. C'est l'intention dont on a discuté tout à l'heure, c'est le niveau de connaissance du sujet, c'est la manière dont la marque va être singulière, qui doit être beaucoup plus forte. Et moi, je suis absolument persuadé, et j'en suis ravi, qu'on est en train de revenir à ce qui faisait la beauté de la publicité dans les années 50-60, c'est Mad Men, où le concept créatif, le côté unique des marques revient en force. On a une première ère qui est l'ère de Mad Men, donc publicité de masse, nécessité d'avoir un message extrêmement fort parce que couvrant une population assez peu segmentée, donc très créatif. Attends, super, Antoine. Mad Men, on est dans quelles années en fait déjà, et comment il s'appelle le héros, tu sais ou pas? T'as ça ou pas? Il s'appelait... Tout le monde parle de lui, moi j'ai pas bien regardé la série. Ça va me c'est pas grave. revenir. Mais on est quoi dans les années 60? On est dans les années 60, 50, 60, après-guerre. Voilà. C'est les années de On les voit tous Gilby. avec leur costard, et t'as raison, les billboards, la pub de masse. La création, finalement, la production importe peu, le côté graphique importe un petit peu moins, c'est la créa qui est importante. Puis on arrive sur la partie d'Internet, de début des années 2000 jusqu'à maintenant, où finalement on va découper le contenu en lamelles de plus en plus fines pendant qu'on peut, au même moment, d'une segmentation de plus en plus fine des audiences, et finalement le contenu devient une commodité, avec une baisse, je trouve, à part quelques exemples évidemment, de la créativité. Et là, tout d'un coup, c'est une nouvelle ère qui apparaît. Une nouvelle ère qui apparaît avec, pas une segmentation, mais une individualisation et une humanisation nécessaire de la manière dont on fait le marketing. Alors Antoine, j'ai triché, donc je voulais pas... Donc on parle de Don Draper. Don Draper. T'as regardé sur ton téléphone. Don Draper, absolument. Parce que c'est vrai que c'est quand même un personnage, c'est le rôle de sa vie, lui, extraordinaire dedans. Mais j'ai écouté ce que tu disais, et c'est sûr, et c'est passionnant, parce que, et derrière, ça peut être aussi infini et très complexe. Parce que derrière, quand tu rajoutes une dimension, comme tu l'as dit, de personnalisation par rapport à ce modèle,
et de mémoire, ça veut dire qu'en fait, ben, tu vois, le problème, il n'est pas si simple. La publicité de masse, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça Non, veut dire qu'on absolument. a tous, et on va avoir de plus en plus notre propre chat GPT. Donc il faut aller le toucher, celui-là. Et c'est là qu'on touche un élément absolument clé de la manière dont on fait du GEO aujourd'hui. Le GEO, ça se divise en trois grandes étapes. Une première étape, c'est la partie stratégique, c'est où on veut être présent. Et c'est là où on va réduire le périmètre qui est infini pour se dire, ben, on va se concentrer sur ce type d'audience, avec ce type d'intention, avec ce type de contexte, etc. Et puis ça va nous permettre de créer une chose extrêmement importante qui est la liste des prompts qu'on va tester. Ouais. Aujourd'hui, et c'est le grand problème de toutes ces plateformes de GEO aujourd'hui, Ouais. elles utilisent beaucoup de mots-clés, elles utilisent des prompts qui sont assez vanilla, des prompts qui sont assez classiques, mais qui rentrent pas réellement dans les questions qu'un utilisateur va réellement poser. Mais une fois qu'on a déterminé cette liste de prompts, finalement, de le mettre dans une machine, de le mettre dans une plateforme pour les tester, c'est relativement simple. Il y en a des centaines maintenant qui fonctionnent toutes plus ou moins bien. Et puis, il y a la troisième partie qui est la partie opérationnelle. La partie opérationnelle, quand on fait peut-être que je déborde sur certaines de ces questions, mais quand on fait une analyse de géo, on va comprendre si la marque apparaît ou pas, comprendre si son message apparaît d'une manière fidèle ou pas. Et puis, on va regarder la cartographie des sources. Très importante, c'est la cartographie des sources. On a deux grands ensembles de sources qui sont assez classiques, assez traditionnelles. Les parties owned, donc votre site internet, par exemple. Et puis la partie earned, qui sont toutes les sources externes que l'IA va utiliser pour générer ces réponses. Bien sûr. Dans cette partie opérationnelle, on a des sous-ensembles. Dans la partie owned, il y a évidemment une partie très technique. Il faut que le site soit exploitable par l'IA. Si un site est invisible, le contenu d'un site est invisible pour des questions X ou Y par exemple, de sites qui sont pas statiques, qui utilisent on en parlera peut-être tout à l'heure avec Lovable, qui utilisent des méthodes d'aller chercher de l'information à un autre endroit pour les apporter. Le géo verra pas le contenu, donc le contenu ne sera pas pris en compte. Et puis il y a une partie qualitative qui est les problématiques par exemple, de comment est-ce qu'on va créer ces FAQ. On en parlait un petit peu avant le podcast, mais une FAQ, donc ces questions-réponses, doivent répondre de manière le plus proche possible aux questions, aux prompts tests, et doivent aider l'IA, qui est une machine informatique qui donc va essayer le plus rapidement possible de répondre à sa question, donc va chercher la solution la plus simple. Ces réponses doivent correspondre aux questions qui vont être posées sur l'IA. Quant à la partie earn, elle est très intéressante parce qu'il y a une étude de SEMrush qui est sortie en 2024 qui montre que 90% des sources de ChatGPT arrivent après la page 20 de Google. Ça montre que le SEO n'est pas suffisant. Ce qu'on appelait donc les pages cadavres. Alors, les pages cadavres. Les pages cadavres qui redeviennent, c'est les morts vivants. C'est bien, on est près de la Toussaint, c'est le bon contexte. Halloween. Donc ces sources, il faut aller les chercher, il faut les engager. Et ça, c'est ça que je trouve absolument fascinant avec le géo, c'est que ça va toucher au site internet, au côté technique, ça va toucher aussi aux stratégies éditoriales, ça va toucher aux stratégies de communication évidemment, et puis ça va toucher aussi à toute la structure financière et organisationnelle des unités marketing et communication. Bien sûr. Antoine, super intéressant. Donc, tu vas nous donner des tuyaux là-dessus, sur comment se positionner, comment mesurer,
comment travailler les prompts sur lesquels on veut remonter. J'entends bien, on dit les règles, il y a quelques principes qui sont toujours les mêmes, hein, aussi. On peut améliorer uniquement ce qu'on mesure. Je pense que c'est des choses comme ça. Donc on va en parler. C'est fascinant. Merci beaucoup. Ça nous fait une très très belle intro. Revenons juste, si tu veux bien, à une question. Question obligatoire, classique, rituelle du podcast, qui est, toi, ton utilisation de l'IA aujourd'hui. Quels outils tu utilises et est-ce que tu as une utilisation un petit peu secrète à nous révéler? Je ne sais pas si j'ai une utilisation secrète, elle est assez classique. Beaucoup de ChatGPT. D'accord. Plus payant. Pour compte plus, ouais. Très bien. Pour mes recherches, pour la veille, pour m'aider à écrire des contenus qui sont pas écrits par l'IA, mais qui sont augmentés par l'IA. Ça, c'est incroyable. Et ça sera valable aussi sur nos sujets de SEO, GEO. Ça nous permet de démultiplier les contenus. Absolument. Jusqu'à la limite du slop, de la bouillie industrielle et de Absolument. la pollution. Mais on peut faire beaucoup plus de contenu. Dans ce que tu dis, augmenter. Toi, moi, on a des newsletters, on fait des publications sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est beaucoup plus heureux grâce à ChatGPT. Beaucoup plus heureux. Mais la distinction fondamentale, je crois, c'est que le contenu n'est pas fait par l'IA, mais avec l'IA. C'est-à-dire que quand j'écris du contenu, j'ai un premier draft qui est fait 100% humain, 100% avec mon expertise, avec mon expérience de ces 20 dernières années. Ouais. Et l'IA m'aide à reformuler, restructurer et pas répéter aussi tout ce qui a été dit auparavant. Le deuxième outil, c'est Lovable. Lovable. Alors, ça me va parce que moi, j'utilise énormément aussi. Mais par contre, tu es un des premiers à le dire au bout de 150 épisodes, en effet. Donc, c'est intéressant. Lovable. Extraordinaire. Alors, vu qu'on balance des news à chaque fois, il y a quand même la news d'hier. Tu l'as vue? Ah non, celle d'hier, non, parce que j'ai vu celle de la semaine dernière ou la semaine d'avant où on a été colossale. Lovable Cloud, donc la base de données. Oui. Mais la news d'hier, tu l'as pas vue? Non. Ah, écoute, tu vois, ça va tellement vite tout ça. Alors par contre, j'ai pas eu le temps de la tester parce que mais Lovable, Shopify. Ah, j'ai pas vu ça. Tu peux créer, et pour moi, c'était le truc qui manquait. Tu peux donc créer un site internet avec ton admin e-commerce Shopify, ce qui fait quelque chose d'extrêmement puissant. Tu peux faire 25 millions de commandes par an sur un Shopify en un clic depuis hier. Ça va être dingue. Fascinant. Mais donc Lovable, super. Et Lovable, donc le vibe coding, donc la création il faut peut-être le rappeler. T'en crées des sites avec Lovable? J'ai créé mon site. Où je Et est-ce que tu mets du GEO dedans? Alors c'était la grande question, parce que j'ai créé mon site où j'ai rassemblé ce qui s'appelle inthebubble.ai. Super. Vous pouvez retrouver toutes mes publications et puis mon périmètre. Et puis évidemment, j'ai essayé de pas être un cordonnier trop mal chaussé. J'ai testé le GEO de mon site une fois fini. Et là, transparent. Et là, pardon? Il était transparent. Il n'y avait rien dedans. Il était absolument invisible. Pourquoi il était invisible? Tu l'as testé comment? T'es allé sur ChatGPT? Oui, je suis allé sur ChatGPT. Et qu'est-ce que t'écris justement? Comme ça, là, on est vraiment sur du cas pratique. Eh ben, cas pratique, qu'est-ce que tu vois de mon site? Est-ce que tu peux me résumer le contenu de mon site? Quels sont les éléments importants dans mon site? Et ChatGPT m'a répondu, sur ton site, je ne vois que Edit with Lovable. Et alors, ok, je pense que c'est hyper intéressant. Et il faut que je fasse la même chose sur mes sites. Moi, j'en ai fait pas mal. Donc, et là-dessus, ChatGPT, tu sais, il y a la fonction recherche où il peut se connecter à Internet. Ou il y a ce qu'il a dans le modèle, dans son propre modèle. Alors, quand tu fais ça, est-ce que tu lui demandes d'aller se connecter à Internet pour chercher sur ton site ou comme ça? Non, je suis pas allé sur. Je vais demander de lire mon URL et de lire le contenu sur mon site. Donc il y avait quelque chose, c'était déjà assez précis. Les recherches sur Internet type Google. Pour l'instant, mon site avait 1 heure, donc il était pas référencé et loin de là. Ok, donc tu ressortais pas alors. Donc je ressortais. T'étais transparent, il y avait rien. Ok. J'ai cherché l'explication évidemment, et l'explication c'était qu'il n'y avait pas de version statique de mon site. Je suis pas un techos. Moi non plus.
culturellement très intéressé par ça. Je comprends comment ça fonctionne. Mais j'ai demandé donc à ChatGPT pourquoi. Et la raison, c'était qu'il n'y avait pas de version statique et HTML du site avec tout le contenu. Donc, ChatGPT ne voyait pas. Donc, j'ai dû connecter mon Lovable avec un GitHub que j'avais jamais utilisé, que je connaissais, mais que j'avais jamais utilisé, aspirer le site sur le GitHub et après le connecter avec Cloudflare pour permettre à ChatGPT de naviguer dans mon site. Ça a été une aventure parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas. J'aurais pu demander à Lovable de faire tout lui-même, mais je voyais mes crédits diminuer et c'est un peu le problème de Lovable, c'est que les crédits sont chers. Donc j'ai préféré faire ça. Tu vois, j'ai pas cette impression, moi. C'est ce qu'on me remonte, mais mais quand on empile, okay. Moi, j'ai une liste de tout ce que je dépense en tech. Alors là, pour le coup, tu sais, moi, je pense que j'ai 750 euros ou dollars par mois. Voilà, quand même. Ouais, peut-être un petit peu moins. Mais Lovable, ouais, d'accord. Non, okay. mais donc ce qui montre, je crois, deux choses. C'est d'abord, quand j'ai créé ce site, j'ai dû réfléchir à ce que je voulais avoir dans ce site. J'ai dû réfléchir à sa structure, j'ai dû réfléchir à ses fonctionnalités. Et j'ai dû réfléchir aussi à la manière la plus efficace d'apporter l'information à mes utilisateurs. Ouais. Ça, c'est un premier élément. Je suis pas allé en disant je veux juste un site et voilà mon contenu. La deuxième chose, c'est que j'ai été demander à ChatGPT les questions sur le géo parce que je savais quoi demander. Et je pense que cette utilisation, c'est une bonne illustration, en tout cas une illustration de la nécessité d'avoir des experts métiers quand on travaille sur le géo. Ouais. C'est-à-dire que ces outils aussi perfectionnés, aussi sophistiqués, aussi efficaces et rapides qu'ils peuvent l'être, et c'est peut-être parce qu'ils sont gratuits qu'il n'y a pas dedans cette aide métier, cette expertise qui fait qu'on sait quoi chercher. Ouais, bien sûr. Et puis évidemment le troisième outil, donc il y avait Lovable, ChatGPT classique, et puis évidemment Atlas. Qui est rentré dans le mix hier et qui est alors tu nous mets à jour ta liste très rapidement là. Donc oui, deuxième news après Lovable, Shopify, Atlas. On peut en parler, t'as raison. On est obligé de faire cette actu parce que ça change la donne. ChatGPT, Atlas, donc communication hier, un peu dans la nuit pour nous. Ouais. Donc ChatGPT qui nous sort un browser web basé sur le moteur Chromium. Donc, on comprend pourquoi. Tout le monde voulait racheter Google Chrome, hein, ça, on en parlait. Donc, basé sur Chrome. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé alors de ce ChatGPT Atlas ? Tu l'as testé ? Je l'ai testé. Disponible sur Mac. Hein, disponible sur Mac et pas encore disponible sur iOS et ni sur Android. Mais ça va venir. Il y a un élément il y a plusieurs choses. Moi, je trouve que je crois que c'est une étape majeur dans la bataille pour de contextualisation des données. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais sur les fonctionnalités de base au départ, c'est formidable parce que on peut interagir avec n'importe quel site et lui demander, par exemple, si on veut aller faire du ski à Noël, on est sur le site de Decathlon, on ouvre le ChatGPT en l'agent, donc un petit bouton qui nous ouvre un panneau sur la droite, qui est un chatbot au final. Absolument. Voilà. Et on lui dit, j'ai une famille de 4, 2 enfants de 9 et 6 ans, je pars une semaine à la montagne à Noël, j'ai rien, achète-moi ce qu'il faut sur le site de Decathlon qui est ouvert. Et là, il prend la main, et c'est assez stylé, hein. Moi, j'aime bien l'effet. Le bleu, donc il y a une zone bleue sur le navigateur pour montrer que c'est lui qui a le contrôle, un petit peu comme nos lumières ici. J'aime bien l'effet, il est sympa. C'est un très bel effet. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on l'avait déjà vu, ça, c'était Operator qui était sorti il y a 6-10 mois. Sauf qu'il marchait pas. Il marchait pas, mais il y avait déjà cette fonctionnalité. Je trouve très intéressant la manière dont fonctionne OpenAI, de sortir des fonctionnalités, ça apparaît, il y a un certain nombre de bêta-testeurs, et puis après, ça disparaît doucement, et puis c'est réintégré down the line. Et après, il y avait eu Comet, donc le navigateur de Perplexity, qui faisait ça, et qui faisait ça bien, qui fonctionnait bien. Et il y a Dia, qui a été racheté par Atlassian, 650 millions de dollars.
Et ensuite, en effet, Ouais. il y a ChatGPT qui revient. En parallèle, il y avait Claude Chrome qui Que j'ai pas qui utilisé un peu. t'ouvrait un panneau, Mm. mais qui prenait pas bien la main. Ouais. Mais ce qui est intéressant, au-delà du fait que ça interagit sur les sites qu'on peut voir, c'est que ça prend en compte tout l'historique Ouais, qui a été t'as fait raison. Et finalement, Ouais. quand on y réfléchit, moi, j'utilise quasiment plus d'applications. Je fais tout sur mon navigateur parce que je suis pas un power user Ah, bien sûr. de Photoshop ou autre. Ouais. On peut faire 90% du boulot Clairement. sur les téléphones ou sur les ordinateurs, sur le navigateur. Et sans Donc, aucune puissance de calcul, sans aucune tout puissance. en déporté online et tout, Absolument. c'est sûr. Ouais. Ce qui fait que notre vie, notre contexte, nos recherches sont faites au même endroit. Et ça, c'est un formidable, et Mathieu Cruc l'a souligné ce matin, c'est un formidable moyen de s'intégrer dans un operating system comme celui d'Apple qui est extrêmement fermé pour recréer un sous-operating system qui est limité au navigateur. On sait de toute façon, oui, ça c'était aussi la théorie de Karpathy, Andrew Karpathy, donc chercheur OpenAI, Tesla précédemment, qui nous disait, voilà, les LLM vont devenir un nouveau système d'exploitation. Par rapport à ce Atlas dont tu parles, je trouve, en vrai, donc moi hier j'ai regardé un peu sur X, je voyais des commentaires en disant ouais c'est pas incroyable, et après j'ai vu quelques autres analyses un peu plus tard dans la nuit. Et j'ai essayé, et j'ai trouvé ça génial, et on en parle. Et donc, pour te dire, j'ai vu un commentaire incroyable, une analyse incroyable de Paul Lay, le fondateur de La Belle Vie, épicerie en ligne fantastique. On a fait un épisode avec Paul ici, c'était génial. Et Paul, il a écrit quelque chose de génial. Donc, il s'est précipité parce qu'il est super tech, Paul, sur Atlas, et il nous dit: les designers ne vont pas disparaître, mais leur métier va se transformer en quelque chose de complètement différent. Architecte de l'intention, pas décorateur de pixels. Architecte de l'intention, c'est magnifique. Mais, les designers seront ceux qui comprendront comment penser une expérience qui fonctionne à la fois pour l'humain qui regarde la machine, qui lit, parce qu'au final, personne ne veut naviguer sur un site e-commerce pendant 20 minutes, on veut juste faire ses courses, et Atlas vient de me montrer que c'est possible. Et tu vois, dans la foulée, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais faire un test. Et moi, j'ai lancé, tu vois, Atlas pour faire mes courses sur La Belle Vie, pour me commander tout ce que j'ai pour faire une pizza homemade en famille avec mes enfants et tout ça. Et il m'a fait ça de manière extraordinaire. Il m'a fait ma liste de courses. Expérience géniale sur La Belle Vie. Ça a pris 13 minutes. Et après, tu vois, j'ai relancé, j'ai dit, vas-y, tu peux passer la commande. En fait, je me suis rendu compte qu'il a mémorisé ma carte bancaire, mon compte, tous mes identifiants. C'est pour ça, en fait, qu'il voulait le Chrome. C'était pour ne plus être bloqué sur les identifiants, sur les captcha, tous ces trucs-là qui nous saoulent. Et là, pour le coup, maintenant, le Atlas, il peut faire une commande pour moi sur La Belle Vie et sur d'autres sites, juste en mode vocal. Je passe ma commande à la voix. Et hop, ça déroule, ça va prendre 15 minutes, mais pendant ce temps-là, je vais me faire un café. C'est extraordinaire. Mais tu vois, tu parlais d'intention tout à l'heure, ou Paul aussi. Paul parlait d'intention. Ouais. Et c'est finalement pas quelque chose de nouveau. Toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé, je travaille avec beaucoup de SaaS, de SaaS en B2B. Et 100% du temps, la première interaction, avant d'aller commencer à travailler avec eux, c'est le site Internet. Et 90% du temps, le site Internet, c'est voilà mon produit, il est meilleur que les autres, et voilà les fonctionnalités. Oui. Et tout mon travail est de leur faire retourner leur message pour dire nous avons compris votre problème, nous y apportons une solution, voilà ceux qui l'ont utilisé pour qui ça a apporté la solution à ce problème-là, et by the way, voilà les fonctionnalités et voilà le prix. Et finalement, cette méthodologie de l'intention, elle aurait toujours dû être présente dans ces activités marketing et dans ces stratégies marketing. Le truc maintenant, c'est que c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que sinon, on risque de disparaître. Exactement. Et par exemple, sur un site de e-commerce, c'est la transformation, et c'est quelque chose de très concret à mettre en place. Au lieu de décrire une robe, je sais pas, chaude et noire en laine, on peut dire c'est une robe parfaite pour un temps pluvieux si vous allez à Stockholm pour les fêtes. Parce que la recherche va être
je vais à Stockholm pour les fêtes, je veux être chic, mais je veux pas avoir froid. Bing, voilà la robe parfaite. Nice. Et ça va être une manière pour les sites de e-commerce, c'est une obligation pour les sites de e-commerce de transformer toutes ces descriptions de produits en liste d'intentions. Mais quand je t'écoute, je me dis que c'est vertigineux, que c'est dingue, parce que ça me fait penser aussi à Sora 2, dont on parlait la semaine dernière. Ouais. Et en fait, la jeune femme avec son pull en laine chaude dont tu parles à Stockholm, avec Sora, je peux générer ça visuellement en 30 secondes. Et faire un contenu e-commerce en plus. Si tu sais, les réseaux sociaux. Si tu sais ce que tu veux. Et moi, j'ai souvenir d'un comptoir IA il y a quelques mois où tu nous avais présenté, c'était dans une école de commerce, je ne me rappelle plus laquelle, et il y avait une présentation à l'ECP. Il y a une présentation, il y avait 2 équipes qui présentaient des vidéos, des publicités. Il y avait une première équipe qui venait d'une boîte Pure Player IA, qui a fait une publicité qui était propre. C'était beau, c'était design, mais au niveau créatif, c'était pas terrible. Et puis, il y a eu un DA qui est venu et qui a expliqué son chemin créatif, et qui était un DA qui est venu après qui nous avait présenté une publicité pour un burger végétarien. Je ne sais pas si tu te rappelles. Gilles, notre ami Gilles Guéraz, évidemment. Et c'était brillant parce que... Gilles Guéraz, un très bon ami, et que j'ai décidé qu'il va venir dans le podcast bientôt. Et bien sûr, et Gilles, super, sur le burger végétarien. Et c'était brillant parce qu'il y avait une idée créative au départ, et après une utilisation des outils pour porter cette idée créative dans cette publicité. Et il parlait de la nécessité de savoir où positionner cette caméra pour porter cette idée créative. Donc, il y avait, vous voyez, toujours ce côté de stratégie / création, du côté technique et du côté opérationnel qui doivent se mélanger. Et s'il n'y a pas cet aspect stratégique, le côté opérationnel et le côté technique ne servent à rien. Ouais, bien sûr. C'est l'expertise, la connaissance du métier, c'est quelque chose de global. Antoine, parlons de quelque chose, c'est un petit peu ton retour. Je sais que tu surveilles quand même beaucoup les marques, tu ponces le sujet. Je suis obligé de te poser la question. Quelles sont les marques qui réussissent à l'heure de l'IA? Est-ce qu'il y en a qui réussissent? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on a des exemples? Quelle est ta vision par rapport à ça? Je crois qu'on est à un changement de... Quels sont les noms? Donne-moi quelques noms. Donne-moi quelques noms. Et après, évidemment, il y a Coca, il y a Ikea, il y a Nike. Ouais. C'est du B2C, c'est beaucoup de B2C. Attends, moi je peux te sortir, comment ça s'appelle? Undies, par exemple, marque française qui a fait une campagne aussi, tu sais, la première campagne en France, je pense, avec des mannequins virtuels, peu, tu vois. Coca, on connaît la publicité de Noël. Non, mais je pense que c'est important, tu vois, qu'on ait ces repères. À qui on pense d'autres? On a vu tous les starter packs. On voit des marques qui essayent de s'y mettre en se disant, je pense, tu vois, au fond dans leur tête, ceux qui ont mis du temps à se mettre aux réseaux sociaux, ils ont galéré par la suite. Donc, on veut être un peu les premiers préemptés, même quitte à payer les pots cassés. Donc, on a cette petite visibilité. Mais ce que tu dis, c'est pas tout. Moi, c'est pas tout. D'abord, c'est aussi, il y a une utilisation de l'IA pour être les early adopters et pour être visible là-dessus. Donc, il y a une première chose. Et communiquer là-dessus, le faire savoir. Les pubs de Coca, elles sont pas par IA, sont pas les meilleures qu'ils aient fait toute leur série, ni en termes de qualité, mais elles ont été vues. Elles ont été vues. Et ça, c'est tout à fait logique. Mais, le gros changement de l'IA pour moi, c'est que toutes les révolutions, les évolutions techniques qui ont eu lieu jusque-là, que les médias sociaux ou même Internet au début, c'est que les marques ont essayé de faire rentrer les fonctionnalités de cette nouvelle technologie dans leur mix, dans leur corpus. En créant des pages Facebook, des agents, des bots, etc., etc. Bien sûr. Là, on est, comme le disait Flavien la dernière fois, dans une vitesse inhumaine, donc une vraie difficulté pour les marques de choisir. Je pense que c'est ça qui freine beaucoup de marques, de choisir quelle fonctionnalité, quelle structure intégrer à leur marketing et communication. Or, je pense que, en tout cas de mon point de vue, que c'est une erreur. On est dans une évolution, dans une révolution qui implique de renverser la vapeur. C'est pas
l'IA qui doit rentrer dans les marques, c'est les marques qui doivent rentrer dans les écosystèmes, dans l'operating system de l'IA. C'est-à-dire que quand on est sur Atlas, mon site doit être visible par l'IA sur Atlas. Attends, donc c'est passionnant ce que tu dis. Donc moi, ce que je fais au quotidien, je forme des marques sur comment utiliser l'IA, tu vois, dans leurs process existants pour gagner du temps et tout dans les entreprises. Donc là, c'est sur de la productivité. Et mais ça, ce que c'est tu sur me le dis, côté. et donc sur la productivité, donc c'est comment l'utiliser, comment l'adapter à leurs besoins, à leur manière de travailler et tout ça. Donc ça, c'est sûr, c'est dans ce sens-là. Mais ce que tu nous dis, c'est que sur la présence de la marque, sur la marketing, la communication, Internet, la notoriété globale, c'est différent. L'IA est trop grande, trop puissante, trop grand changement de paradigme. Et en fait, la marque doit donc se repenser pour s'adapter. Exactement. Doit se morpher. Et d'où la nécessité de réfléchir à ses audiences, de réfléchir à sa marque, de réfléchir à ses contenus, pour que ces contenus, ces audiences puissent être intégrés à l'intérieur de l'IA. Alors bien évidemment, et tu le soulignais tout à l'heure, le champ d'application, le périmètre est absolument gigantesque. Si on passe d'un mass marketing à un marketing segmenté, et aujourd'hui à un marketing individualisé et non seulement individualisé pour une personne, mais selon son contexte, on arrive avec des variables absolument gigantesques. Donc, il y a une nécessité et une obligation pour les marques d'aller petit à petit. Et puis, on n'a pas les choses qu'on n'a pas dit depuis le début de cette conversation, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Antoine, il n'y a pas de mode d'emploi. L'IA générative n'est pas une technologie finie quand elle est livrée et utilisée, et elle n'est toujours pas finie. Et elle sera probablement jamais. C'est en construction, en évolution permanente. Donc, ce qui rend le truc hyper difficile. Tu me disais très justement, GEO jusqu'à sa prochaine mutation, la monétisation de ChatGPT, le paid search dans ChatGPT, un App Store dans ChatGPT. Là, on vient de voir Atlas, donc un navigateur dans ChatGPT. Donc, tu peux te dire, tiens, je veux être au taquet, IA natif, voilà. Mais en fait, à chaque fois, tu es emmené dans une autre direction, dans un nouveau territoire, et tu finis par suivre la roadmap d'OpenAI. Absolument. Et c'est pour ça que, puisque on est dans une vitesse phénoménale et dans un changement phénoménal, il est très important de déterminer un périmètre de changement au départ très précis et très réduit. Puisque on est dans un environnement et une évolution qui est très empirique, il est nécessaire de savoir ce qu'on mesure. Il est nécessaire d'établir quelles sont les constantes et quelles sont les variables. Et une fois qu'on a mesuré l'impact d'un changement sur les constantes, à ce moment-là, on sait qu'on peut passer à la phase numéro 2, qui est soit d'augmenter le périmètre, soit de scaler, en fait, ses publications et son contenu. Et le fait que OpenAI nous sorte des nouvelles fonctionnalités tous les jours fait en sorte que la seule solution pour les marques, c'est juste d'être assez forte, assez structurée et assez robuste pour pouvoir rentrer dans ces différentes fonctionnalités. Et finalement, être agnostique, c'est intéressant parce que on est agnostique à l'IA en tant que technologie, mais on doit être complètement, pour les marques, adapté et en synchronisation avec ce qui fait l'ADN de l'IA, finalement. Je comprends, Antoine. Mais donc, on est un petit peu sur le fameux débat, tu sais, tactique, stratégie, en fait, dans ce que tu me dis là. Donc, la stratégie, je comprends. Il faut que les marques mettent en place tout ça, enfin, se repensent pour pouvoir évoluer à l'heure de l'IA. Au niveau tactique, est-ce que tu as des conseils? Nos auditeurs sont super friands. En vrai, tout le monde est quand même un peu paumé. Dire le GEO, c'est du bon SEO, c'est pas suffisant. Non. Est-ce que tu as quelques petits conseils activables, tactiques? Je sais que c'est pas évident et qu'on est sur un game mouvant. Mais est-ce que tu as quelques petits conseils à leur donner? Alors, il y a des conseils techniques d'abord sur les sites, par exemple. On va rester sur le owned. Très bien. Avant d'aller sur le owned. Sur le owned, donc votre site internet. Owned, excuse-moi. Owned, c'est les sources que vous contrôlez en totalité. Très bien.
d'accord? Qu'une marque contrôle en Vos satellite. sites internet, vous avez la main, tout ça. Ok. Et puis après, on parlera de celles qui sont un petit peu entre deux, qui sont les médias sociaux, qui aujourd'hui Oui. ne sont pas, par exemple sur LinkedIn, exploités par l'IA, Ouais. mais qu'on ne peut pas mettre de côté, parce que le jour où LinkedIn va ouvrir à l'IA, il va y avoir une déferlante d'informations qui doivent être assez organisées, assez en ligne pour une marque avec son message, pour être repris par l'IA. Mais pour l'instant, c'est pas l'objet de la Vas-y, discussion. Owned, on Sur le t'écoute. Owned, le Alors, imaginons, et allons-y, hein, imaginons, je suis une marque de cosmétiques, tu vois. Enfin, si tu veux bien jouer le jeu, quoi, tu vois, je suis une marque de cosmétiques française. Voilà. d'abord, est-ce que je vais regarder si mon site est visible par l'IA? On Très en a bien. parlé tout à l'heure avec Lovable. Une fois qu'on a ça, on va regarder si le contenu est structuré. Alors, on va reprendre beaucoup des éléments du SEO. Il faut que les balises soient là. Mais il faut aussi que les contenus soient pas trop longs. Il faut aussi que les contenus soient à jour. Il faut que les contenus soient en ligne, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir une page qui est perdue un petit peu loin et qui va dire le contraire parce qu'on l'a dit il y a 2 ans avec ce qu'on dit maintenant. Ouais. Il y a un élément très important pour l'IA qui est le consensus algorithmique. Grosso modo, l'IA va vous répondre ce qu'elle pense être la vérité. Ce qui touche d'autres problèmes politiques et dont on pourra parler plus tard. Mais Google est le meilleur des bibliothécaires, toute l'information du monde accessible en une recherche. ChatGPT est le meilleur des experts. Une réponse, absolument. la meilleure réponse selon lui. Absolument. Pour toi, d'accord. Donc, on va faire en sorte que ce contenu il soit digestible par l'IA. C'est-à-dire, on va éviter de faire des trop longs contenus. Si le contenu est long, on va rajouter un chapeau avec un résumé. Il faut penser finalement l'IA un tout petit peu comme un humain. Okay. En fait, assez comme un humain. On n'a pas envie, quand on arrive devant un texte de 5 pages, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le fait résumer par ChatGPT. Bien sûr. Donc, grosso modo, si votre contenu sur votre site est déjà résumé ou déjà en bullet point, c'est plus facile à digérer par l'IA. On a beaucoup parlé des frequently asked questions tout à l'heure. Il faut avoir une page qui soit avec des questions-réponses et pas des questions sur votre produit, bien sûr, et pas au service, des réponses à des problèmes posés par les utilisateurs, les réponses que vous apportez et comment est-ce que vous illustrez, comment est-ce que vous justifiez la réponse que vous apportez. J'ai vu un exemple là-dessus, on en parlait juste avant, une chaîne de télé américaine qui dit, ils revoient leur FAQ avant sur la question, est-ce que vous acceptez de nous rembourser s'il y a une annulation à la dernière minute? Dans leur FAQ, répondez yes. Maintenant, il y a sur la FAQ et sur des boutons sur le site internet, c'est plus yes, c'est yes, we cancel. Histoire que ce soit plus intelligible par l'IA et qu'en fait, ce soit ça qui ressorte directement. Absolument. Et c'est plus intelligible par l'IA, c'est plus intelligible aussi par l'être humain. Et on reparle encore de ce dont on discutait tout à l'heure sur le langage naturel. Après, il y a des éléments plus techniques de JSON, par exemple, qui vont transformer les pages en base de données et qui vont rendre les pages beaucoup plus rapides à lire par les IA. Et puis après, le site internet, et encore une fois, c'est quelque chose de très traditionnel. On revient sur des valeurs traditionnelles et sur des recettes traditionnelles du marketing, de la publicité. C'est un site doit être fait pour les visiteurs, pas comme une page vitrine, comme on le voit trop souvent sur des produits. On doit dire bonjour à nos visiteurs, leur dire qu'on les comprend, leur dire qu'on comprend leurs problématiques et qu'on leur apporte une réponse. Antoine, mais la question, tu en as parlé tout à l'heure, c'est être présent sur les sources. Ça, je pense que ça, moi, j'ai du mal avec ça. On me demande tout le temps,
quelles sont les sources qui sont valorisées par ChatGPT? Alors à chaque fois, la réponse, c'est Reddit, Wikipédia. J'en ai fait le tour parce que notamment Reddit, Sam Altman est un énorme investisseur dans Reddit. On sait qu'il y a un partenariat entre Puis OpenAI et il y a eu Reddit. un drop il y a pas longtemps. En en plus. France, Reddit, pour moi, c'est une goutte d'eau. Peut-être que je me trompe. Wikipédia, c'est pas suffisant. Est-ce que il y a des sources dans lesquelles il faut être? Est-ce que c'est une erreur de penser comme ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Si je pose une question, si je suis un physicien et que on me pose une question sur l'accélération des particules, Ouais. je vais répondre d'une certaine façon et je vais aller chercher dans ma tête des sources très spécifiques. Si Je voyais tu me poses la même- Terence Tao, plus grand mathématicien contemporain, il est sur Math Overflow. Math Overflow, je sais même pas ce que c'est, j'y suis jamais allé. C'est là-dessus qu'il répond. Si, par exemple, par contre, toi, tu me poses cette question à moi, je vais aller chercher d'autres sources dans ma tête, si j'en ai. Eh ben, l'IA, elle fonctionne de la même façon. Elle va pas chercher les mêmes sources en fonction de l'intention. Encore une fois, on revient aux mêmes choses et du niveau d'information que j'ai déjà sur le sujet. Donc, de parler d'une cartographie générique des sources de l'IA, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, Ok. il faut savoir au départ, quand on pose la question à une marque, quand une marque pose une question par rapport à est-ce que je suis visible, on veut d'abord savoir où et auprès de qui je suis visible. Et ça, cette question stratégique va avoir un impact gigantesque sur les sources utilisées. D'accord. Et les sources utilisées peuvent être, tu parles de Wikipédia ou Reddit, mais ça Mais peut en être... vrai, tu as raison. À peu près ma marque de cosmétiques, si je lui pose la question, elle sait quelles sont les sources, la plupart du temps. Oui, mais par exemple, d'où viennent son trafic, quelles sont les références, quels sont les blogueurs importants. Enfin, tout ça, on le connaît. Ok. J'avais fait un exercice sur des perturbateurs endocriniens pour une marque de cosmétiques. J'étais tombé sur la cartographie des sources. Une des sources importantes, c'était une petite boîte de consulting qui était inconnue au bataillon, mais qui avait un site qui était très bien fait, probablement pas exprès pour être reprise par l'IA, avec du contenu régulier de qualité. Et ben, c'était cette source-là qui était importante. Et à ce moment-là, on a été voir les RP et on leur a dit, mais arrêtez de trop mettre de budget sur les influenceurs classiques. Allez voir ces gens-là et allez discuter avec eux. On est sur une période un petit peu de crise quand même à ce niveau-là, c'est compliqué. Je voyais même, tu vois, cette entreprise hôtelière aussi aux États-Unis qui se disait YouTube, apparemment, maintenant, Google arrive à lire YouTube, à comprendre YouTube, donc ils le font remonter à fond. Donc, je vais faire des vidéos YouTube à fond, payer des ads visuels, faire des campagnes visuelles, parce que ce contenu-là, en fait, avec la multimodalité, il va remonter plus. Donc, ça, tu le vois aussi Mais le volume et les différents canaux, il y a quand même une multimodalité. Il y a une multimodalité. Et ça, c'est quand même un phénomène. Enfin, il y a une multimodalité. Compréhension de l'image, de la vidéo, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Mais qui est une multimodalité qui est facilitée par le fait que quand on développe une idée créative, on peut aller sur un outil IA pour fabriquer des vidéos. Tu l'as montré très bien à la dernière, au dernier comptoir IA. On prend un packshot d'une chaussure Nike et en 30 secondes, on a des 4x3 qui sont absolument nickel. Ouais. On a des vidéos TikTok et des vidéos un peu plus longues. Ça s'est fait en 3 minutes. Donc je pense que la multiplication des canaux et leur instabilité, parce qu'aujourd'hui c'est YouTube, demain c'est TikTok, et TikTok, demain ce sera peut-être une autre, finalement, ont plus une réelle importance. Et les marques seront de moins en moins promptes à payer la production de ces contenus. Donc Antoine, tu nous parles toi d'une réinvention, de redécouvrir l'ADN des marques à cette heure de l'IA. L'ADN des marques et surtout l'ADN de leurs prospects et clients. Et c'est un Ça veut dire un jeu de rôle, quoi. Se mettre à la place du client. Et on passe d'un marketing de segment à un marketing de l'humain.
Et je trouve ça absolument passionnant. Je pense que ça va être fascinant parce que le SEO, en vrai, c'était un peu chiant. Oui. Les balises, le H1, les trucs comme ça. Je pense que ça, on va un peu Ouais. s'en détacher, que l'IA va faire ça un petit peu pour nous, comme Lovable nous code un site internet Absolument. en vibe coding. Un peu un vibe coding du SEO, quoi, qui Ouais. est quand même plus agréable à faire et à utiliser. Absolument. Moi, j'ai été rentré dans la publicité Ouais. pour la créa, et puis je me suis retrouvé pendant 10 ans Le piège! le piège, avec une créa beaucoup moins importante. Et tout d'un coup, maintenant, et puis on le voit à chacun de tes comptoirs, c'est la créa, et elle est extraordinaire. Et c'est un bonheur à voir. C'est fascinant. À chaque fois, c'est une surprise. Antoine, petite dernière question. Merci beaucoup déjà pour tout ce que tu nous as partagé. On va aller regarder ton site. Donc, AI Bubble, In the InTheBubble.ai. InTheBubble.ai. J'ai vu que tu t'intéressais beaucoup au sujet de l'éducation. Tu es Ouais. parent aussi, tu es... Oui, je suis parent d'élève, et puis Très bien, comme moi. euh, Et alors, j'ai vu que tu avais publié un petit peu quelque chose là-dessus. Alors, c'est une question rituelle. Des conseils un peu sur l'éducation à l'heure de l'IA pour les enfants. je pense qu'il faut leur expliquer. Leur expliquer comment ça marche, leur expliquer que deux éléments que Tes enfants ont quel âge aussi? 6 et 9, D'accord. qui ok, commencent merci. un petit peu Merci, à pardon. utiliser, Ouais. à utiliser ChatGPT, en tout cas celui qui a 9 ans. Lui montrer, lui expliquer comment ça marche, ce qui implique de former les parents, évidemment. Lui expliquer que l'école, au-delà de lui apprendre des données, finalement, va lui apprendre à avoir un esprit critique. Et ça, c'est très, très important, je trouve, quand on utilise l'IA. Et puis, je trouve quelque chose de formidable, c'est de pousser ses enfants à être créatifs. C'est-à-dire à faire fonctionner l'imagination en lisant des livres, en lisant, il faut lire des romans, il faut faire fonctionner cette machine créative intérieure, voir des expos, voir ce que des artistes ont fait, parce que c'est ça qui va rester à la fin. Et c'est ça qui va, je crois, diviser la population en deux. C'est ceux qui utiliseront l'outil comme un remplacement, comme quelque chose, comme un peu un nivellement vers le bas finalement. Et puis ceux qui seront créatifs, qui vont utiliser ces outils comme une force d'augmentation. Mais c'est la création, la créativité, et toujours cet esprit critique d'aller vérifier les informations qu'on va donner. Je vais poster une vidéo qu'on m'a partagée, qu'un de mes meilleurs amis m'a partagée, que j'ai montré un petit peu, qui est incroyable sur justement cette dépendance. Tu vois, et en fait, c'est un peu caricatural. C'est une personne qui rentre dans une épicerie. Et en fait, tout ce qui parle, Oui, toutes j'ai ces vu ça. demandes, tu l'as vu, elle est très très bien faite. Hein. Très drôle. J'aimerais faire un remake version française. Donc, il ne fait que s'adresser. Il y a tout le temps de ChatGPT en intermédiaire Ouais. et il lit les réponses de ChatGPT. Donc, c'est vraiment cet univers dystopique. Et en effet, mais en vrai, c'est un peu la caricature de personnes qui justement sont dépendantes de l'IA et qui n'ont pas été formées pour savoir comment bien s'en servir. Et ça, Et ça c'est arrive. là où hein. l'école, c'est là où tu parlais de l'éducation des enfants, mais l'éducation des enfants est aussi importante que la formation des professeurs, qui est aussi importante que l'information des parents. Je pense que les trois éléments doivent être de concert. Écoute, c'est très bien présenté. Je suis tout à fait d'accord avec ça. AGI, ça te parle? Oui, mais On y est. J'étais à une conférence passionnante avec Étienne Klein que j'adore, quelle chance. et Philippe Aguillon qui a gagné le prix Nobel. Qui n'était pas prix donc Nobel à ce moment-là. T'as des bons copains, et c'est Bruno bien. Le Maire qui était Ouais. au milieu un petit peu. Moins bien peut-être. Non, et il disait, il avait sorti un chiffre que je trouvais intéressant, qui était l'intégralité des données d'Internet représente le même volume d'informations qui est capturé par un enfant dans les 4 premières années de sa vie. Ouais. Donc, finalement, l'important, c'est la connaissance du monde extérieur. Et c'est ça qui en fera une vraie AGI. Et la compréhension du monde extérieur, c'est arriver à avoir des faisceaux d'informations qu'on va pas forcément utiliser et choisir le faisceau d'informations qu'on va utiliser. Et c'est totalement contraire à l'ADN de l'IA à qui on pose une question qui va trouver une réponse. Là,
on lui demande de comprendre le contexte. Et on revient sur la problématique du contexte qui est si importante dans Atlas, par exemple. Donc, moi, j'ai tendance à ne pas y croire avant un grand bout de temps. Après, à la base, c'est un Mais- problème aussi de définition, évidemment. Moi, je le vois pas mal. Moi, je pense qu'on est dedans, mais je le vois vraiment, tu vois, plutôt sur une définition. Et Flavien m'a pas mal éclairé là-dessus, sur les définitions de est-ce que des tâches économiques, des tâches du travail, tu vois, mais c'est ce que je choisis. C'est l'intelligence. Est-ce que tu vois, Mais c'est les tâches du travail, je peux les faire, l'IA peut les faire. Et après, on peut me dire jusqu'à un certain niveau, t'entends, on dit 80% par exemple. Et je considère que ça, pour le coup, on y arrive à toute vitesse. Mais ça, c'est l'intelligence comprise dans la langue anglaise de Bien Intel sûr. de données. L'intelligence à la française, ou en tout cas dans la langue française, qui est plus sur une réflexion créative, destructive. Ça, je pense qu'elle n'y est pas encore. Elle n'y sera pas avant un bout de temps. Écoute, de toute façon, on va voir ça. Bientôt, peut-être qu'on n'en parlera plus. Ça voudra dire qu'on y est, Absolument. comme avec le test de Turing. Dernière question, cher Antoine. Un livre, un film à nous recommander, de science-fiction si possible. De science-fiction, The Expanse de James Corey, qui était qui est en livre, c'était une série qui était très bien, qui est sortie il y a quelques années, Nice. qui s'est arrêtée à la saison 6, et en fait, il y a 11 volumes de 700 pages chacun. Donc, c'est Oula, un costaud. space opéra, mais c'est un space opéra absolument magnifique. C'est quoi, 6 volumes, 11 volumes de 700 pages 700 pages. Que j'ai absolument avoir du dévoré temps, là. et qui est très intéressant parce que c'est un space opéra entre la Terre qui est en fait les vieilles valeurs de l'humanité, Mars qui est une planète militaire, et le Belt qui sont en fait les travailleurs qui travaillent sur les cailloux dans l'espace et qui peuvent plus s'intégrer ni à Mars, ni dans la Terre. Et et puis peut-être 2001 l'Odyssée de l'espace en livre, Bien sûr. qui éclaire le film d'une façon absolument magistrale. Ouais, totalement aligné avec toi. Alors, en plus, tu vois, moi, je pense, je suis sur Hyperion de Dan Simmons. J'espère prendre quelques jours là pour les vacances. Donc, et t'as un peu cette dimension space opéra aussi. Et Arthur C. Clarke, 2001, je suis totalement aligné avec toi. Je passe mon temps à dire comment comprendre le film, comment apprécier le film si on n'a pas lu le bouquin. Avec une petite fun fact qui est au début du 2e volume de 2001, où il a écrit 2001 sur la demande de Kubrick. Kubrick a fait son film, a pris quelques libertés avec le bouquin, et au début du 2e volume, Clarke dit voilà tout ce qui a changé dans le volume 1, et je reprends en fait la suite du film et pas la suite de mon premier volume écrit. Ah, j'ai pas Donc, vu. voilà tous les changements, et on part de là. Et après, il part sur ce deuxième volume qui est hyper intéressant. Ouais, alors, je ne l'ai pas lu. Il y a 3 volumes. Le 3e volume, et je trouve pas très bon, mais le 2e volume est très intéressant. Il explique beaucoup de choses. Écoute, c'est magnifique. Ça me permet de faire peut-être la meilleure des conclusions que je pourrais faire. C'est Arthur C. Clarke aussi qui a cette fameuse phrase « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Ouais. Comment mieux apprécier ça qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA générative, cher Antoine, je ne sais pas. Antoine, où est-ce qu'on peut te suivre? Comment te contacter pour discuter de ces sujets? Alors, le mieux, c'est ce site inthebubble.ai. S'il remonte. S'il remonte. Et puis sur LinkedIn, vous pouvez me trouver. Et puis, si vous voulez me rencontrer en chair et en os au prochain Comptoiria, j'espère. Ah, bravo, bien joué, bien joué. Très élégant. Merci, cher Antoine. Merci de m'avoir accueilli. Contacté Antoine. Merci de nous avoir partagé tout ça. C'était passionnant. On n'en est qu'au début en plus. On pourra s'en reparler dans quelques mois, je pense. J'espère bien. C'était fascinant. Merci à tous pour votre confiance, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous encourage donc à regarder le travail d'Antoine qui a poncé ce sujet de JO, qui est vraiment un leader d'opinion en France sur ce sujet-là. Abonnez-vous sur YouTube, ça m'aide énormément sur la chaîne, en tout cas, à la chaîne donc Comptoiria. Merci, et on n'en est qu'au début de nos découvertes dans ce nouveau continent passionnant. Merci Antoine. Merci beaucoup Nicolas. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout.
Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoir IA. À bientôt!